Mesdames et messieurs, la Cour. Asseyez-vous. Oh putain, je marche sur ma robe. Bonjour à tous. Donc, le micro. Et toi, t'as plus de micro. Donc, je vais rappeler les faits qui nous amènent en ce jour de gloire du 7 juin 2024 à juger l'affaire. Ici, présentée à l'audience. Monsieur Bernard Lallemand, ici présent. Il est où? Voilà. J'aimerais bien qu'on soit à l'heure, hein. Est poursuivi pour avoir, en qualité de directeur de la masse de la Ferté-Massé, décidé, suite à la demande de Madame Bellefond, mère de Christian Bellefond, 35 ans, lourdement handicapée, de faire appel à une assistante sexuelle pour un de ses résidents, Christian Bellefond. On a décidé, donc, informé de cette situation, donc on a décidé de poursuivre l'établissement pour proxénétisme. La parole était au ministère public. Merci Madame le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Alors l'histoire, les événements qui viennent de vous être relatés sont loin d'être quelque chose de banal. Alors, banal peut-être dans la rue, mais franchement, où va le médico-social? Voilà qu'un établissement médico-social se transforme en lupanar. Je rêve. Voilà donc un directeur d'établissement qui se met à faire le Julot casse-croûte. Mettre en relation une personne prostituée avec un de ses clients. Car, revenons à la définition de ce qu'est le proxénétisme. Le proxénétisme est prévu par l'article 225.5 du Code pénal qui précise que le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider ou d'assister, de protéger la prostitution d'autrui, de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou d'en recevoir des subsides, ou enfin d'embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution, est un proxénète, et le proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende. Vous voyez bien là que le législateur ne rigole pas avec cette question du proxénétisme et de l'incitation au proxénétisme et à la prostitution, pardon. Donc voilà donc une nouvelle activité des établissements médico-sociaux, encourager la prostitution. Alors l'article 225.6, le suivant, poursuit, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, est assimilé au proxénétisme et puni des mêmes peines, le fait par quiconque et de quelque manière que ce soit de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui. Voilà donc une nouvelle compétence qu'il va falloir inscrire dans la formation du CAFDES pour les directeurs d'établissement. Faire l'entremise, être une agence de courtage pour des assistants sexuels. Je vous le disais tout à l'heure, on rêve. Non, on ne rêve pas, c'est un cauchemar. Bien. Alors, vous allez me dire, l'assistance sexuelle, ce n'est pas de la prostitution. Je veux bien. Alors, le droit français, rappelons-le, à ce jour, ne reconnaît pas, ni d'abord la question de l'assistance, alors assistance ou accompagnement, peu importe, hein, l'accompagnement ou l'assistance sexuelle. Par contre, la jurisprudence
a défini pour sa part ce qu'est la prostitution. La prostitution, c'est le fait de se prêter, moyennant rémunération. Donc si vous n'êtes pas rémunéré, vous ne vous prostituez pas. Je ne sais pas ce que c'est. Un plan cul peut-être, j'en sais rien. Du bénévolat, je ne sais pas. Ou une des obligations nées du mariage, allez savoir. Moyennant rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Bien. Donc il ne s'agit pas simplement de quelques papouilles, hein, évidemment. Alors si maintenant je reviens à ce qu'est l'assistance sexuelle telle qu'elle est communément admise, soit par les différentes associations qui forment en France ou dans les pays voisins, l'assistance sexuelle, effectivement, a bien pour finalité la satisfaction des besoins sexuels d'une personne. Hein. Il n'y a là-dessus aucun doute. Hein. Alors oui, on va m'objecter qu'à la différence de ce qu'on pourrait appeler la prostitution classique, elle vise à compenser l'impossibilité qu'ont des personnes, notamment en situation de handicap, de procéder par elles-mêmes à la satisfaction des besoins sexuels. Alors, c'est clair que quand on est en fauteuil roulant, aller se promener sur les trottoirs de Paris en quête de trouver une personne qui se prostitue, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'en conviens. Il est vrai que lorsqu'on a des difficultés du fait de la déficience à aller sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même là maintenant que se fait l'essentiel de la prostitution, c'est compliqué, j'en conviens. Mais quand même, il y a des limites à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, quand même. Alors, bien que notre société considère que l'affectivité et la sexualité sont une composante essentielle des individus, c'est vrai que pour les personnes qui sont accueillies en établissement, le handicap les empêche de pouvoir satisfaire elles-mêmes ce besoin, cette envie. Alors oui, les lois 2002 sur le médico-social, de 2005 sur le handicap, prévoient que cette compensation peut se faire dans le cadre du projet individualisé. Mais enfin, aller mettre dans un projet individualisé le recours à l'assistance sexuelle ou de prévoir ou que l'établissement de son côté dans le projet s'engage à fournir les assistances sexuelles, là encore, il ne faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Quand même. Bien. Alors, si je regarde dans le détail le projet individualisé de M. Belfond, rien n'est prévu en matière d'assistance sexuelle. Cela dit, l'établissement n'est pas fou. Imaginez prévoir dans le projet individualisé de M. Belfond le recours à l'assistance sexuelle, tout ça sur les fonds de l'assurance maladie. Non mais il ne faut pas exagérer non plus. J'allais dire, il ne faut pas déconner. Alors évidemment, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas là, dans ce cas-là, du proxénétisme. Alors oui, l'assistance sexuelle, en France, c'est assimilé à de la prostitution. Pour autant, je vous rappelle que la prostitution, en France, n'est pas interdite. C'est la grande hypocrisie de notre droit. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas réglementée comme elle peut l'être chez nos voisins. Bien ou pas bien, j'en sais rien, mais la loi Marthe-Richard, en 1945, est passée par là. Par contre, celui qui est poursuivi dans le cadre d'une activité prostitutionnelle, c'est le client. C'est-à-dire qu'entre l'œuf ou la poule, est-ce qu'il y a de la prostitution parce qu'il y a des clients ou est-ce qu'il y a des clients parce qu'il y a des personnes qui se prostituent? Le législateur a tranché, c'est le client qui est pénalisé. C'est l'article 611.1 du Code pénal qui prévoit que le fait de solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre habituellement à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, etc., est puni d'une amende prévue pour les contraventions de
5e classe, c'est-à-dire contravention qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Ça fait cher la passe quand même. Faut être clair. Dire que quelque part, l'État aussi tire profit de l'activité prostitutionnelle à sa façon. Je suis bien désolé, là, de critiquer l'État que je suis chargé de représenter, mais c'est ainsi. Alors, pour autant, le ministère public n'en est pas inhumain, pour autant. Et compte tenu de la situation de M. Belfond, nous avons décidé de ne pas poursuivre M. Belfond pour cette contravention de 5e catégorie et donc de ne pas requérir. Je vous rappelle que le ministère public détient ce que l'on droit on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que même si je suis face, en tant que procureur, à une infraction, je peux décider de classer sans suite, c'est-à-dire de ne pas poursuivre. Voilà, c'est ça le principe de l'opportunité des poursuites. Alors revenons maintenant sur la question du proxénétisme. Alors, même si ça peut heurter les consciences, oui, Monsieur Lallemand est un proxénète. Eh oui, c'est un proxénète. Et il s'agirait de ne pas ouvrir la boîte de Pandore en ne condamnant pas l'attitude de M. Lallemand. Car si on considérait que M. Lallemand n'est pas proxénète, j'allais dire c'est la porte ouverte à installer dans les établissements un véritable lupanar. À faire rentrer la prostitution sous prétexte de l'appeler très poliment assistance ou accompagnement sexuel. Bien. Alors, je suis désolé, mais l'enquête qui a été diligentée a permis d'établir que M. Lallemand, en toute connaissance de cause, a contacté Madame X, la bien nommée, soit dit en passant, dont il connaissait l'activité d'assistance sexuelle au bénéfice de M. Belfond. Par ailleurs, et c'est à mon avis ce qui caractérise encore plus l'infraction, M. Lallemand a laissé cet accompagnement sexuel, tel qu'il est appelé par l'accusé, s'effectuer dans la chambre de l'établissement. Imaginez la frustration des autres résidents qui n'ont pas eu cet avantage. Sans compter les nuisances sonores éventuelles qui auraient pu avoir lieu. Bien. Alors, dans ces conditions-là, le ministère public requiert contre M. Lallemand une peine de prison de 3 ans sur les 7 ans possibles, dont 2 avec sursis, avec un mandat de dépôt à la barre. C'est-à-dire que nous demandons à la présidente de l'audience de faire emmener par la gendarme M. Lallemand en prison. Et nous demandons également à ce que M. Lallemand soit condamné à une peine de 10 000 € d'amende, assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de directeur d'établissement pendant 5 ans. Je vous remercie. La parole est à la défense. Et j'ai bien appris mon texte. Poursuivi pour proxénétisme. Vous êtes certain? Vous êtes certain poursuivi pour proxénétisme? Hein? L'OMS qualifie la santé sexuelle comme un état... L'OMS qualifie la santé sexuelle comme un état de bien-être primordial à la bonne santé en général. La médecine a évolué, on le sait tous. Aujourd'hui, on arrive à traiter la panne d'érection. On arrive à traiter l'éjaculation précoce, la perte de libido, tout ça on sait faire. La médecine, elle sait aussi calmer les ardeurs, limiter les pulsions, ces désirs sexuels qui débordent. Tout ça on sait faire. Est-ce qu'elle sait traiter, la médecine, la santé sexuelle de la personne en situation de handicap? Sachez qu'elle aussi désire, sachez qu'elle aussi, elle fantasme. Ben oui, mais pour quelle réponse? Pour quelle réponse? Alors oui, quelques réponses, oui. Une négation-répression. Oui, négation-répression. On n'a pas le droit. Une négation-limitation.
cette approche médicamenteuse pour réduire cette envie. Quelquefois, une satisfaction hygiéniste. Apprenons-les à se branler. Et enfin, le recours à l'assistance que, aujourd'hui, le parquet appelle prostitution. Avoir des désirs sexuels lorsqu'on est dans une institution, alors je dois dire qu'il y a peut-être un peu moins de demandes, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi beaucoup moins d'offres. Beaucoup moins d'offres. Et là, on a encore une forme de discrimination. Invalide, il a quoi? Tinder pour le fun. Mythique pour une relation qui dure un peu. Le bal des pompiers pour le nostalgique. Plein d'idées comme ça. Eh ben non, l'institution, non. Non. Et qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on se retrouve devant un tribunal pour approcher la sexualité par le droit. Et encore une fois, à travers le pénal. Comme si c'était la seule et unique source possible lorsqu'on est en situation de handicap. Moi, je veux bien qu'on affirme un droit à une vie intime. Mais le droit à une vie intime, est-ce que ça permet d'accéder à la sexualité lorsque la nature de la dépendance oblige l'intervention d'un tiers? Personne ici ne viendra contester. Personne ne pourra contester qu'il faille une aide technique ou humaine pour manger, pour se déplacer, pour lire, pour faire ses courses, pour s'habiller. Allons même plus loin dans l'hypocrisie. Article 11 de la Charte des droits et libertés. On peut pratiquer le culte de son choix. Ouais, pour la religion, pas de problème. Mais est-ce qu'on peut pratiquer la sexualité de son choix? Non, toujours pas. La Charte a oublié cet élément-là. Alors, ouais, quelques hypocrisies encore. On va dire que c'est intime, ça se passe de l'autre côté de la porte. Ça ne me regarde pas. Ah, enfin, dirais-je. Eh bien, cette porte que vous avez franchie tant de fois pour des soins, sans même frapper à la porte, voilà qu'enfin, soudainement, cette porte deviendrait infranchissable. Parce que derrière, qu'est-ce qui s'y passe? Un droit à la vie privée, à l'intime. Comment la sexualité, lorsqu'on a besoin d'une aide humaine, peut donc se pratiquer? Allez, vous avez tous vu Intouchable? Pas de bras, pas de chocolat. Allez, développons. Aucun texte n'empêcherait un tiers de placer une personne en situation de handicap dans une position qui permettrait un acte sexuel. Alors, le mettre en position, pas de problème. Mais prendre le pénis en érection ou écarter des lèvres pour permettre une pénétration, on va appeler ça quoi? De l'attouchement? Allez, allons plus loin encore. Marrons-nous. Et s'il s'avère nécessaire de rester durant l'acte parce que l'aide humaine peut être permanente? Voilà alors que... Rions un peu. La personne en situation de handicap serait poursuivie. Poursuivie pourquoi? Hein? Poursuivie pourquoi? Allez-y. Pour exhibitionnisme, et bien sûr. Paf! Article L222-32 du Code pénal. Peut-on utiliser la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine? L245-3 du Code de l'action sociale des familles. Bah non, parce qu'il faut connaître la nature de l'aide. Et l'assistance sexuelle ne peut pas se faire contre rétribution. Alors on a bien cherché d'autres moyens de compensation. Allez voir les putes, comme on peut le suggérer, avec la prestation transport. Mais là encore, il faut expliquer la nature du transport. On a essayé encore d'autres choses. Vous voyez quand même, on en a essayé des choses. Hein. On a essayé tout ce que la loi autorise. Tout. Eh ben non, la personne en situation de handicap n'a pas franchement de possibilité pour avoir un épanouissement sexuel. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre la personne en situation de handicap. Oh, belle affaire! Quelle pitié, quelle compassion! Ah, déjà qu'il est handicapé, le pauvre! Et pourtant, une vraie démarche inclusive, savez-vous, aurait été de lui reconnaître cette égalité. Il aurait adoré, il aurait tellement aimé être condamné. Un client, L611-1 du Code pénal. Mais le parquet ne lui a même pas reconnu le droit d'être comme tout le monde. Encore une fois discriminé. Pourquoi ne pas vouloir le poursuivre? Le parquet n'a pas le courage d'avoir enfin une jurisprudence pour le sujet? Le parquet a décidé de poursuivre l'institution pour proxénétisme. Article L225-6 du Code pénal.
faire office d'intermédiaire entre deux personnes, dont l'une se livre à l'exploitation, à la prostitution. L'assistance sexuelle, et vous l'avez rappelé, monsieur le procureur, elle n'est pas interdite en France. Ce qu'il est, c'est l'échange d'argent. Ce n'est donc pas l'assistance sexuelle qui est mise en cause, c'est juste une transaction financière. Pourquoi l'institution a décidé de faire appel à l'assistance sexuelle? Pourquoi? Voilà la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Ben, l'institution, elle n'a pas décidé. C'est le résident qui a décidé de faire appel à un service. Et depuis quelques années déjà, il fait appel à ce service. Alors, pas aussi souvent qu'il voudrait, parce que 971 € d'âge, moins 600 € de forfait journalier à verser à l'établissement, il ne reste pas grand-chose pour pouvoir se payer ses petits plaisirs. Alors, compte tenu de son handicap, il n'arrive pas à appeler pour le moment avec l'intervention d'un tiers. Et jusqu'à présent, qui s'en occupait? Sa mère, que nous ferons appeler à la barre. Est-ce le rôle d'une mère d'appeler pour que son fils de 35 ans puisse bénéficier d'une assistance sexuelle? Oh, on va où? Pourquoi pas demander aux parents à apprendre aux enfants à se masturber? Pourquoi pas demander aux parents à utiliser des sextoys pour leur enfant? Hein? Qui, parmi vous, pourrait demander à sa mère l'autorisation de se masturber? Qu'est-ce qu'en pense votre mère? Oh, le rôle de l'institution, c'est inscrit, article L311-3 du CSF, permettre de bénéficier d'un projet individualisé, de qualité, répondant aux besoins de son âge et adapté à la nature de son handicap. On était en plein dedans. Donc ce n'est pas l'institution qui a appelé, elle n'a fait que répondre à une demande, compenser un besoin, chercher une stratégie. Et pour l'instant, la psychomotricienne s'y emploie avec l'aide d'une ergothérapeute. Bientôt, et c'est dans son projet, elle parviendra à appeler seule. Ça s'appelle juste favoriser l'autonomie. C'est en cours, c'est un objectif à atteindre. Pour l'instant, il a encore besoin de quelqu'un pour le faire. Alors je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons purement et simplement à être condamnés. À être condamnés, oui, je vous surprends. Mais nous attendons enfin cette décision pour faire valoir encore une fois cette discrimination. Et si la Cour a enfin cette fois le courage d'inscrire une jurisprudence, peut-être alors que ça nous apporterait une réponse. Vous ne discutez pas? Ah oui, okay. Madame le Président, je sais que ce n'est pas habituel, mais je vous demande à reprendre la parole en réaction aux propos qui viennent d'être tenus par la défense. Ok, vous avez la parole. Je tiens à rappeler, mon cher maître, que les propos que vous venez de tenir sont tout à fait inacceptables. Vous voulez faire de la politique, vous voulez faire changer la loi. Vous vous êtes trompé d'assemblée. Allez à l'Assemblée nationale. Il n'est pas du rôle de la justice que de faire changer la loi. Oui, vous le reconnaissez vous-même, votre client est un proxénète. Très bien. Eh bien, si la Cour doit décider de le condamner, ce sera pour des faits de transgression de la loi pénale qui doit être respectée et à laquelle on ne peut en aucune façon déroger. Force doit rester à la loi. On ne peut pas s'accommoder de petits entendements, de petites entorses à la loi pénale. Le proxénétisme est une infraction particulièrement grave qui ne vous autorise pas à jouer avec cela. Madame la Présidente, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé et même si cela ne fait pas partie de mes compétences, je requiers que vous prononciez à l'égard de l'avocat de la partie adverse une amende pénale à raison de la police de l'audience. Je vous remercie. C'est quoi là? Bien, je demande à répondre. Je vais faire très court. Oui, la justice peut changer la loi, ça s'appelle la jurisprudence. Voilà, donc, effectivement, une jurisprudence aiderait à faire avancer la loi. Maintenant, je vous demande de poursuivre les débats et j'appelle Madame Belfond, la maman de Christian. Merci de m'avoir pris. Merci. Bonjour. Ça marche, bonjour. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous faire part de la situation de votre fils et dans quelles conditions se sont passées vos démarches voilà, pour en arriver à cette situation un peu scabreuse? Bah déjà, déjà dès tout petit, j'ai toujours emmené mon fils à la piscine. On est beaucoup sortis ensemble et à l'adolescence, j'ai arrêté de l'emmener à la piscine. Parce que dès qu'une fille passait devant lui, il était en érection et ça se voyait. C'était compliqué. Ça faisait peur aussi aux gens. Donc je ne l'ai plus emmené à la piscine. Et dans d'autres lieux non plus, j'ai pas pu l'emmener parce qu'il se produisait les mêmes choses. Donc c'était difficile. Et souvent, il se mettait en colère, mais vraiment. Alors, j'en ai parlé dans l'institution. Ils avaient exactement les mêmes soucis. Ça a été, on en a discuté longtemps. Et on a vu que les hormones le travaillaient. Et il l'exprimait. Il exprimait qu'il avait envie de faire l'amour avec des filles. Des garçons aussi, mais plus des filles. Chacun son choix. Et du coup, on a mis en place des sextoys. Voilà, on a découvert. Moi, je ne connaissais pas du tout les sextoys et c'est vrai qu'on en a parlé. Et du coup, on a acheté des sextoys et c'est vrai que ça a changé notre vie. À lui d'abord, et puis à nous, parce qu'on n'avait plus toutes ces crises à la maison. Donc on lui a acheté une vaginette et il l'utilisait régulièrement. Et c'est vrai qu'on n'avait plus toutes ces crises. Et on a même réussi à diminuer son traitement. Donc ça, c'était déjà une victoire. C'était génial. Donc tout se passait vraiment bien. Mais Christian, qui a 35 ans aujourd'hui, oui, je sais, je fais jeune, qui a 35 ans aujourd'hui, il rentre à la maison les week-ends. Et c'est vrai que donc, quand il est sous la douche, on lui installe sa vaginette et puis voilà, il l'utilise, pas de problème. Sauf qu'un jour, on a une personne qui s'occupe de lui au quotidien, a oublié de mettre le support. Et il n'a pas réussi à l'utiliser. Même moi, j'ai essayé de tenir cette vaginette et j'ai pas réussi à bien l'installer. Et du coup, il s'est mis en colère. Il était dans une rage folle et il a tout cassé. Donc j'ai dû appeler les pompiers, la police, les pompiers, parce qu'on n'arrivait pas à le maîtriser. Et vous savez ce que m'ont dit les pompiers? Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas masturbé vous-même? J'ai dit, voyez avec son père, il n'a pas voulu non plus. Donc c'était, voilà. Donc voilà, on en est là. Et du coup, on parlait avec les personnes qui s'occupaient de lui au quotidien. Moi, j'avais pas envie de l'emmener voir une prostituée. Bon, je connais pas bien le milieu, mais je préférais qu'il ait affaire à une assistance sexuelle. Et du coup, j'ai demandé à l'établissement s'il y avait des possibilités. Et puis surtout que Christian était en demande vraiment réelle. Il avait besoin de ça. Et j'avais vu tout le bienfait qu'il avait eu à avoir du plaisir avec ses sextoys. Et du coup, je me disais, c'est vrai qu'avec l'assistante sexuelle, c'était la solution. Donc, voilà comment on en est venu à ça. Directeur de l'établissement. Bonjour à tous. Veuillez m'excuser pour mon retard de tout à l'heure. Voilà, donc je suis là devant vous. J'aimerais, si vous me le permettez, Madame la Présidente, revenir sur quelques éléments de langage qui ont été utilisés. Alors moi, je ne suis pas juriste, je suis juste responsable d'établissement. Tout à l'heure, vous avez fait mention, effectivement, du fait qu'on aurait facilité
l'échange avec l'aide, l'assistante sexuelle, en fait, on n'a rien facilité du tout. On a rendu possible, en fait, tout simplement. La famille nous a sollicité pour une aide et nous, on a juste fait le lien, en fait. On n'a rien facilité du tout. Facilité, ça veut dire qu'on a tout fait pour, et en fait, c'est pas le cas. On a juste rendu ça possible. Voilà, et je pense que c'est une de nos missions en tant que chef d'établissement d'accomplir et d'accompagner les personnes, même si parfois la loi semble ne pas apprécier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, vous décrivez un acte sexuel. Pour nous, c'est un acte de vie, en fait. Ça fait partie de la vie de tout un chacun. On a chacun le droit d'avoir une vie affective et sexuelle. Et je ne vois pas au nom de quoi. C'est une liberté fondamentale. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait, pour des personnes en situation de handicap, leur enlever ça. Voilà. Donc là où vous voyez un acte sexuel, nous on voit un acte de vie normal, tout simplement. Et enfin, je reviens aussi un petit peu sur ce que vous disiez par rapport à l'assistante sexuelle. Pour nous, l'assistante sexuelle, c'est pas une prostituée. C'est une personne qui est formée pendant 1 an, qui est accompagnée, qui a des qualifications. Il y a un cahier des charges sur les formations. Je vous invite d'ailleurs à en prendre connaissance. Et pendant 1 an, elles sont accompagnées à faire à la fois du soin. Donc j'entends par soin effectivement accompagner les gens dans une détresse psychique et affective, et aussi dans l'éducation à la sexualité, découverte de son corps. Et pour moi, c'est un professionnel à part entière, c'est un collègue de travail. Alors effectivement, la loi ne va pas dans ce sens-là, et c'est bien dommage. Je pense qu'on a des avancées, on a aussi des voisins en Europe qui fonctionnent autrement. Je pense qu'on devrait prendre peut-être exemple et se poser les bonnes questions. En tout cas pour nous, ce n'est pas une prostituée, c'est une professionnelle, qualifiée, diplômée. C'est pas quelqu'un qu'on a pris au bout de la rue comme ça ou sur le trottoir. Voilà. Donc ça, c'était pour les premières choses. Ensuite, pour ma responsabilité, en tant que chef d'établissement, je suis tout à fait à l'aise avec cette décision et j'assumerai les conséquences. Il est de mon devoir en tant que responsable d'établissement d'assurer, d'être garant du respect des lois, que ce soit la République ou celle des institutions. Et en tant que tel, effectivement, on prend des décisions tous les jours avec les équipes pluridisciplinaires sur l'accompagnement de nos jeunes. Et donc je suis tout à fait prêt à assumer les conséquences de ce choix-là, sans aucun problème, puisqu'il a été posé de façon intelligible et après mûre réflexion. Ça semblait une évidence pour nous. La question ne s'est pas posée beaucoup. On avait envisagé effectivement des conséquences judiciaires, c'était quelque chose qu'on avait envisagé. Et en tout cas, j'étais prêt, moi, à les assumer, et je suis là devant vous pour ça. Après, ce qui me dérange un petit peu dans cette procédure, c'est qu'on oublie qu'on parle d'être humain, en fait. C'est bien les lois, mais les lois, elles sont là aussi pour servir l'humanité. Elles ne sont pas là pour la desservir. Et là, j'ai l'impression dans ce procès-là qu'on est en train de déshumaniser des personnes qui sont déjà en difficulté. Comme si le sort qui leur est réservé de par leur naissance ou leur trajet de vie n'était pas suffisant et qu'il fallait en rajouter. Je trouve ça un peu dommageable en tant que responsable. Après, je comprends effectivement qu'il y ait des mesures. Alors j'ai pris des notes parce que je suis comme vous. Je trouve ça aussi dommageable que les institutions qui sont des instances de tutelle ne nous permettent pas forcément parfois d'accéder à ces choses. Je comprends que le sujet soit compliqué à aborder. La sexualité, c'est quelque chose de tellement intime que c'est difficile d'en parler, c'est difficile de l'appréhender. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, les équipes, les responsables, mais les responsables, il y a des équipes derrière. C'est pas tous les jours facile de prendre la bonne décision, mais ne pas en prendre, c'est ne rien faire. Alors on prend des décisions, elles sont peut-être pas les bonnes, mais au moins on fait des choses, nous, on avance. J'aimerais juste rappeler qu'effectivement, il y a des choses fondamentales. D'accord, et je pense que l'humanité, il faut qu'on revienne à une justice qui soit un peu plus, en tout cas sur le médico-social, qui soit plus fait d'humanité. Notre métier est un métier de vocation. Moi, j'ai aucun plaisir à venir ici devant un tribunal pour me faire juger avec les peines qui sont encourues derrière. Ça engage ma vie privée, etc. C'est pas par choix, c'est pas par plaisir, c'est pas par confort. C'est pas pour le salaire non plus. C'est parce que je crois en ce que je fais, comme tous mes collègues et toute la profession. Donc, si on se bat pour certaines choses, c'est parce qu'au-delà du coût et des conséquences que ça a, il y a des valeurs derrière. Et parfois, je trouve que malheureusement, la loi fait fi des valeurs quand ça l'arrange. Et ça, je trouve ça dommageable. Et comme disait l'abbé Pierre, la loi n'est respectable que si elle inculque la notion de bonheur et de vivre ensemble. Je terminerai sur ça. On va se retirer pour délibérer. Je vous laisse avec Alexis pour répondre aux questions. Merci. On y va. Oui, le micro n'était pas actif. En fait, là, c'est tactile. Ça, c'était monsieur le professeur.
Il faut que je recommence tout. J'ai cru qu'il fallait recommencer tout le procès, là. Donc, on va se retirer pour délibérer. Voilà, je vous laisse avec Alexis et ses questions. C'est pas mes questions comme ça, hein, c'est questions définies par le procès. Donc première question qu'on vous pose, c'est d'après vous, le directeur ici présent, Monsieur Lallemand, est-ce que il peut être condamnable pour du proxénétisme? Est-ce que vous le condamneriez pour du proxénétisme? Qui veut répondre? Moi j'ai dit non. On a un non ici. De l'autre côté de la salle, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se prononcer? Passe dans les rangs, donne-leur envie, Alejandra. Alors, je vous donne. Puisqu'il faut bien commencer, moi je dirais que non, parce que dans le sens où il n'a pas profité du rapport sexuel d'une quelconque façon. Un proxénète, c'est quelqu'un qui profite de ce rapport-là, qui en tire de l'argent, de l'influence ou quoi que ce soit. Lui n'a absolument pas fait ça pour ça. Alors, j'en profite, merci pour votre réponse. Pour juste préciser quelque chose, aux yeux de la loi, le proxénète, c'est pas que celui qui justement tire profit de ça. Et proxénète, aux yeux de la loi française, toute personne qui favorise, facilite, encourage ou rend possible la prostitution. Donc, du coup, c'est très vaste. Voilà la définition officielle. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec. Hein. Ça ne veut pas dire que là, nous, on souhaiterait le condamner pour ça. Mais la définition juridique est celle-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah, je suis allé trop vite peut-être. On disait que le proxénétisme, donc le fait de mettre en relation une personne avec une personne, un travailleur du sexe, une prostituée par exemple, ce n'est pas seulement celui qui va tirer de l'argent de ça. Souvent on pense que est proxénète seulement celui qui va récupérer de l'argent de filles qu'il met sur le trottoir. Mais en fait dans la loi française, le proxénétisme, c'est plus large que ça, et on considère que toute personne qui rend possible la prostitution peut être proxénète, même s'il ne tire pas un profit de ça. C'est plus clair? Pas encore tout à fait, mais on réexpliquera. Très bien. Qui d'autre voulait se prononcer? Est-ce que d'après vous, là, on devrait le condamner pour proxénétisme, notre directeur? Ah. Non? Non. 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 Pas du tout. Non, pas du tout, c'est clair au moins. Merci beaucoup. De ton côté, vas-y. Moi, bien sûr, je ne le condamnerai pas, d'autant qu'il est fort sympathique et qu'il s'exprime très bien. Par contre, je pense qu'il est condamnable en l'état actuel des choses. Je ne pense pas qu'il serait condamné parce que ça ferait jurisprudence et je pense qu'effectivement, l'État évite soigneusement d'être mis en difficulté sur le sujet. Voilà. Je pense que c'est une réponse assez juste de votre part, qui cible bien la situation actuelle. Oui. Ah. Oui, j'irai dans le même sens que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je ne le condamnerai pas, mais contrairement à ce qu'a dit le procureur, je pense qu'il faut sur ce sujet ouvrir la boîte de Pandore, et pour qu'elle soit ouverte, peut-être faudrait-il effectivement une condamnation, ce qui permettrait une réflexion plus solide. Voilà. Merci. Ben, moi, je pense même pas dire les bons mots. Moi, je veux qu'il soit condamné à vie. À vie. À vie. Désolé du fou rire. À vie. Qui se suicide limite. Allez. Michel, t'es content de l'apprendre? Et pour finir, on va avoir une dernière question du coup par rapport à ça. Est-ce que
Donc on a dit condamnable ou pas, certains disent non, on ne condamnerait pas, d'autres disent on n'aimerait pas le condamner, mais finalement peut-être que si on le condamne, ça peut avoir un intérêt derrière. Qu'est-ce que vous, quelle condamnation vous porteriez contre lui? Il a été demandé une amende importante, je ne sais plus, 10 000 euros je crois, de mémoire quand même. 5 ans d'impossibilité d'exercer, de la prison ferme, même quelques années de sursis, plus un petit peu de prison ferme. Qu'est-ce que vous demanderiez comme condamnation à son encontre? Moi, je voulais juste te dire qu'il n'est pas condamnable parce qu'il a défendu les accueillis des établissements médico-sociaux avec juste et valeur. Et je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà. Ok. Alors moi, je dirais que il est condamné à avoir une prime de 2 000 euros. D'avoir sauvé la vie d'un monsieur. C'est pas mal ça, entre le voyage au Baléares, les primes de... On est bien là, on est bien, on aime bien l'ambiance. Quelqu'un d'autre? Quelle condamnation ou qu'est-ce que... Personne, rien? On reste là, tranquille? Si ça nous va, ça nous va. Madame la Présidente, si vous voulez bien revenir annoncer le délibéré. Partez pas juste après qu'on vous ait dit ça, on a encore quelques petites choses à vous dire après. Hein. Partez pas comme des voleurs. Je vous connais. Cette fois, j'ai allumé le micro. Mes antisèches sont là. Donc, Monsieur Lallemand est condamné pour proxénétisme au regard de la loi. Voilà. Et par contre, il ne sera pas retenu de peine contre lui. C'est ça? Voilà.